Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose d'important. Je vais changer de marque d'appareil photo car l'autofocus n'est vraiment pas terrible. Alors c'est complètement faux puisque j'utilise plusieurs marques d'appareils photo, mais c'est une phrase que j'entends tous les jours. Et je pense qu'il est temps de mettre les pendules à l'heure, dire quelle est la partie qui vraiment correspond à du marketing autour de l'autofocus. Je vais en profiter pour parler un petit peu de l'historique de l'autofocus, comment c'est arrivé à nos appareils photo de nos jours, qui l'a inventé et tout ça, et voir si vraiment c'est exact qu'il faut absolument avoir le meilleur autofocus possible pour avoir de bonnes photos. Mais avant ça, je vais parler de mon sponsor Arvia école de photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance. Je t'explique tout ça en détail en fin de vidéo, mais là je te dis déjà 3 points importants. Si tu t'inscris à une formation chez eux de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Deuxième point, si tu voulais te financer par CPF et tu voulais te former une fois à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on peut plus se financer par CPF. Par contre, on peut faire la formation à laquelle on s'était inscrit avant de partir à la retraite. Et le troisième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, mais depuis le 1er mai 2024, cette loi est appliquée et c'est une très très bonne nouvelle puisque les rumeurs disaient que les élèves de formation, que ce soit photographie ou autre, devraient payer 30% de leur poche et finalement ce n'est que 100 €, sauf les demandeurs d'emploi, je crois qu'ils n'ont pas à payer. Voilà, mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors, important, je vais parler de l'autofocus dans le cadre de la photographie, car c'est complètement différent de la vidéographie. Parce que c'est pas la même chose d'être, dans mon cas par exemple en vidéo, je suis devant l'appareil qui est en train de m'enregistrer, je suis tout seul. Les conditions et les besoins d'autofocus ne sont absolument pas les mêmes. Donc là, on va parler de photographie, les autofocus en photographie. Donc si tu es vidéographe, ne mets pas les mains au ciel en disant « mais qu'est-ce qu'il raconte, n'importe quoi, j'en ai absolument besoin » et tout ça. Donc ça, on pourra faire une autre vidéo peut-être, mais là, ce que je vais dire, c'est pour la photographie. Alors, si je te disais que l'inventeur de l'autofocus, c'est une entreprise qui a toujours fait parler d'elle pour ses mises au point manuelles. Je parle d'une entreprise qui a développé un système autofocus entre 1960 et 1973. Cette entreprise s'appelle Leitz, qui en fait, son nom actuel c'est Leica, et qui avait donc breveté un système autofocus qu'ils ont présenté en 1976 au Photokina, qui était la foire mondiale de la photographie, qui existait jusqu'en 2020, je crois. Dernière édition, c'était avant le Covid, je crois, et c'est terminé, ils n'en font plus. Et ils ont présenté donc un appareil basé sur leur recherche, l'appareil Corphot, et donc on peut dire que c'est l'inventeur de l'autofocus, et curieusement, ils n'en ont pas vraiment eu l'utilité, ils ont cédé le brevet ou vendu le brevet ou loué le brevet, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et en 1978, ils ont présenté un appareil réflexe, le premier réflexe avec un autofocus totalement opérationnel. En parlant de 76, 76, c'est une date importante parce que j'ai présenté une vidéo, je te laisse le lien ici, sur les Jeux Olympiques de Montréal au Québec, Canada, et qui présente des photos. Jette un coup d'œil à cette vidéo parce que tu verras quel genre de photos on faisait sans autofocus à l'époque. C'est assez soufflant. Et donc, si on parle vraiment du premier appareil photo en production de masse, c'est-à-dire grande quantité, ça n'a pas été un réflexe, c'est un point and shoot, c'est le Konica C35 AF qui a été présenté en 77, donc basé sur les brevets de Leica. En 78, Polaroid a présenté le SX70 qui est de pellicule instantanée réflexe, donc aussi en production de masse. En 81, Pentax est arrivé sur son marché de l'autofocus avec le ME-F avec un objectif motorisé. En 83, Nikon débarque dans le monde autofocus avec le F3 AF avec un système de mise au point similaire à ce qu'avait fait Pentax sur l'objectif. En 85, le Minolta 7000 donc, a été le premier appareil autofocus avec un système autofocus dans le boîtier. Ils avaient aussi ajouté un moteur pour faire avancer le film, la pellicule automatiquement. En 1987, Canon abandonne la monture FD
pour mettre des montures EF. Alors c'est un scandale parmi les canonistes. Les trois quarts ont pleuré en disant que c'est parce qu'on voulait leur vendre autre chose obligatoirement. C'était pour ça qu'on changeait la monture. Et en fait, c'est complètement faux. La monture a dû être changée pour deux raisons. La première, pour pouvoir caser un moteur autofocus dans ses objectifs. Deuxièmement, en faisant une monture plus large, ça permettait de faire des objectifs de meilleure qualité de manière plus facile à les développer. Plus un objectif est grand, plus il y a de la place pour beaucoup de choses, si je peux résumer de cette manière. En 89, Pentax a été le premier à intégrer un système de mesure de distance dans le système autofocus avec les objectifs FA et les FA Astérix, mais ils avaient quand même de l'autofocus depuis 81. Et en 1992, Nikon a décidé d'avoir deux types d'objectifs, donc les AFI et les AFS. Les uns ont un moteur d'autofocus et les autres non. C'est pour ça que quand tu achètes un appareil photo réflexe, je parle, hein, Nikon d'entrée de gamme, il faut bien prendre un objectif qui a un moteur autofocus dedans l'objectif, car il n'y en a pas dans le boîtier. Donc tu n'auras pas de mise au point autofocus possible. Donc ça, Nikon a décidé de ces deux gammes. Donc si on voit, il n'y a pas très longtemps, alors pour quelqu'un qui est né récemment, il y a 20 ans, ben si, ça il y a longtemps, mais si tu penses dans l'histoire de la photographie, l'autofocus est quelque chose de très très récent. Et on voit donc que durant des décennies, les gens ont fait avec des photos incroyables sans autofocus ou avec des autofocus qui, comparés aujourd'hui, étaient basiques, balbutiants, je ne sais pas si on peut dire comme ça, débutant, si on peut dire. Voilà. Donc maintenant, on va parler de tout le marketing qu'il y a autour de l'autofocus. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu l'acheter chez Digiphoto, eh bien, ça serait vraiment sympa. Comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Gibo et ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible. D'ailleurs, je partage régulièrement les codes promo sur mes réseaux sociaux. Merci beaucoup parce que ça m'aide énormément. Continuons. Si je veux te vendre un nouvel appareil photo, il faut absolument que j'arrive à te convaincre que celui que tu as n'est pas terrible et que maintenant, il y a beaucoup mieux. Donc cette politique, appliquée par toutes les marques depuis bien longtemps, a eu des phases. On a eu la guerre des ISO. Alors ça, c'est Sony qui a attaqué en disant que, basiquement, si tu n'avais pas 25 000, 50 000 ou 100 000 ISO, tu étais rien, tu ne pouvais rien faire sans ça. Et toutes les marques se sont mises dans cette guerre des ISO élevés. Après, on a eu la guerre des pixels. Alors, c'est vrai que cette guerre continue encore, mais plutôt sur le haut de gamme. Par contre, sur les entrées de gamme, on a vu un saut énorme de 12 à 16, 20, 26 millions de pixels. Et là, ils se sont calmés. Mais beaucoup de gens pensent que si tu n'as pas au moins 26 millions de pixels, tu ne peux absolument pas faire de photos, ce qui est complètement absurde. Et que ces photos, tu ne peux pas les imprimer en grand, ce qui est aussi complètement absurde. Et là, on arrive sur une guerre de l'autofocus. On est en train de t'expliquer que sans les derniers autofocus, il est complètement impossible de faire des photos. Et surtout, quand tu les écoutes, tu as l'impression qu'un appareil photo, c'est un système autofocus. Et derrière, accessoirement, il y a un capteur. Après, tu as une poignée pour la prise en main, et puis tu as une molette. Mais l'important, c'est l'autofocus. Et sans cet autofocus, tu n'es rien. Tu ne peux absolument pas faire de photos qui soient réussies. Et surtout, tu te rends compte qu'ils sont en train de coupler deux choses, l'autofocus et la rafale. Donc on t'explique que simplement, tu as un autofocus continu qui est précis, qui marche super bien, une rafale, tu fais... Et après, tu n'as plus qu'à choisir la photo qui te plaît dans les 100 photos que tu as fait en quelques secondes. Et en fait, d'abord, c'est pas vrai, tous les systèmes ne marchent pas aussi bien que ça. Okay, même ceux qui disent être les meilleurs ne marchent pas aussi bien que ça. On verra après les trucs avancés et tout ça. Et deuxièmement, quand tu as cette manière de faire des photos, je suis désolé de t'annoncer, mais tu arrêtes d'être photographe et tu deviens un opérateur d'appareil photo. Un mec qui appuie sur un bouton et qui fait la rafale et après choisit la photo. Ça, c'est pas être photographe. Ça peut vexer certains, mais ça, c'est mon opinion. Tu peux penser différemment. Donc, on est en train de voir que là, on est dans cette phase de guerre marketing de l'autofocus. Et maintenant, on va parler des systèmes avancés d'autofocus, les avantages et les inconvénients. Alors, le gros problème des nouveaux autofocus, qui sont sur le papier super, puisque tu dis, bah maintenant, je peux détecter un train, je peux détecter un avion, je peux détecter un chat, une personne, un visage, un œil, c'est super, je vais toujours avoir la photo qui va être super. Quel est le problème? C'est que quand on t'explique l'autofocus, on t'en parle comme un truc super, n'importe quelle situation, ça va marcher. Mais en fait, tu vas te rendre compte que ce n'est pas n'importe quelle situation, sinon chaque situation. Chaque situation veut dire
une configuration spécifique à chaque situation. Alors tu pourrais me dire, bah oui, c'est simple, si c'est un avion, je mets avion, si c'est un train, je mets train, et si c'est une personne, je mets personne, et si c'est un visage, je mets visage ou œil. Oui, mais il y a des sous-catégories, puisqu'en fait, il faut non seulement le type de sujet, mais aussi la vitesse de l'autofocus et la sensibilité de l'autofocus. Parce qu'en fait, il y a des sujets qui ont des mouvements aléatoires, d'autres qui ont des mouvements prédictibles, on dit prédictible, prévisible, prédictible, je suppose, et, euh, et voilà, donc là, tu vas devoir configurer pour ça, chaque situation. Et là, tu vas me dire, bah ouais, mais soit, mais imagine, je suis en train de me promener, il y a un train qui passe, je suis en mode train, hop, je fais la photo du train, et juste à ce moment-là, il y a un aigle qui passe, je vais faire mode oiseau. Eh bien, si j'oublie, bah, je ne vais pas voir l'oiseau, donc il faut que je cours changer l'autofocus, ça, bah, je loupe la photo. Eh bien voilà, c'est exactement le problème. Le problème, c'est pas que ces autofocus soient mauvais, sinon que le bonhomme qui les utilise a trop de choses à faire, trop de situations à gérer, trop de configurations à faire. Résultat, dans la théorie, ce sont des trucs qui marchent très bien. Dans la pratique, tu loupes énormément de photos parce que ce sont des systèmes qui sont trop avancés pour être utilisés rapidement. Et là, tu vas te rendre compte d'un truc qui est quand même incroyable. Eh bien, si tu mets un seul point d'autofocus et tu apprends à suivre ton sujet ou faire une prémise au point là où le sujet va passer, parce que tu vois que les voitures passent, sur une voiture de course, passent toujours au même endroit, et là tu fais ta mise au point sur la ligne médiane, tu suis la voiture mais tu as déjà bloqué ton autofocus, clac, tu déclenches au bon moment, eh bien, résultat, tu as moins de chances de louper la photo qu'avec ces super nouveaux systèmes. Et ouais, c'est quand même triste, mais c'est comme ça. La majorité des gens qui se plaignent de leur système autofocus, c'est que simplement ils ne savent pas l'utiliser ou n'ont pas développé les connaissances techniques nécessaires pour en profiter. Et dans ce cas-là, il vaut mieux avoir un autofocus inférieur, bien moins cher, parce que tu viens de claquer du fric pour un truc qui n'est pas bon pour toi, et apprendre à vraiment faire des mises au point. Ça, c'est la clé. Donc, on est en train de voir des gens qui se plaignent, qui changent de système, simplement parce qu'en fait, c'est eux le problème, qui ne savent pas utiliser correctement leur appareil, ou parce qu'il y a un manque de temps entre types de sujets pour pouvoir justement reconfigurer l'appareil. Ce sont des systèmes qui sont bien trop compliqués. En fait, sauf quelques rares exceptions, l'autofocus ne devrait pas être le critère principal pour choisir un appareil photo. Il y a quelques cas où, bah oui, ça peut être un avantage, mais dans l'ensemble, bah, tu te rends compte que non, pour les choses que j'expliquais avant, ce n'est pas la raison la plus importante. Deuxièmement, n'oublie pas que ces autofocus super avancés, les seuls gens qui vraiment en tirent parti, en profitent, ce sont les photographes qui ont des grandes connaissances photographiques et techniques. Des gens qui, effectivement, ils savent déjà faire des prémises au point, faire des suivis et tout ça, et ils vont profiter de cette nouvelle technologie pour vraiment apporter un petit plus à ce qu'ils savent déjà faire. Mais si toi, tu es nouveau dans la photographie, ça ne va rien t'apporter. Parce que d'abord, tu ne comprends même pas comment marche le système. Tu ne comprends même pas souvent le mode d'emploi, pas que tu ne comprennes pas, ou tu ne l'as même pas lu, le mode d'emploi de ton appareil photo. Et ces gens qui en profitent, souvent ils ont configuré au millimètre l'appareil photo, ils ne font pas tellement de changements de situation ou de type de sujet, mais simplement ils ont 2-3 profils qu'ils tournent rapidement sur une molette pour aller d'un truc à un autre, mais ce sont des gens qui ont des connaissances avancées. Donc là, si tu changes d'appareil photo pour avoir un super autofocus, mais toi finalement tu ne connais pas grand-chose en photographie, ce que tu démarres, ça ne va rien t'apporter. Et surtout, il ne faut pas oublier une chose, une photo bien mise au point ne veut pas dire une bonne photo. Une bonne photo, c'est le cadrage, la composition, le sujet, la thématique, et quelquefois une photo qui n'est pas parfaitement mise au point n'est pas forcément une mauvaise photo. Et une photo avec une mise au point parfaite peut être une photo complètement nulle. Donc c'est très important que tu comprennes bien ça. L'autofocus n'est pas la raison principale pour choisir un appareil photo ou un autre. Le gros problème de ces autofocus font que les photographes deviennent statiques. Alors, si tu avais un seul point d'autofocus, probablement, imagine, on revient à notre course de voiture, Formule 1, eh bien, tu fais une prémise au point sur la ligne médiane de la piste où va passer la voiture,
et là tu vas bloquer l'autofocus, que ce soit le bouton arrière ou sur le déclencheur, peu importe. Tu le bloques et là tu reviens sur ta Formule 1, tu l'attends, tu vas la suivre, et quand elle va passer, là tu vas déclencher, tu vas continuer ton mouvement. Alors ce qu'on appelle un filet. De toute façon, les filets, les gens adorent en voiture, donc il n'y a pas de problème. Résultat, eh bien, le fond sera un peu bougé, mais surtout, c'est que toi, ta vitesse relative à la voiture a été la même. Donc, ça veut dire que la netteté va probablement être parfaite. Mais maintenant, avec les nouveaux autofocus, le mec, il ne suit pas la voiture, souvent. Simplement, il vise, il attend, là, il a le truc, quand la voiture sera là, je ferai la photo, l'autofocus, c'est le boulot. Résultat, photo. Ah, elle n'est pas mise au point. Si, elle est mise au point. Simplement, elle est floue. Pourquoi? Parce que si tu suis la voiture, tu pouvais être à un 5 centième de seconde. Mais si tu ne la suis pas, eh bien simplement, il faut que tu sois à un 4 millième de seconde. Parce que pour la congeler à ce moment-là, ça va être beaucoup plus compliqué. Résultat, tu penses que c'est l'autofocus, en fait, c'est la netteté parce qu'il y a la voiture qui passe trop vite. Alors, pourquoi je disais avant, seuls les mecs qui sont avancés, parce qu'un mec avec un système avancé, il fera quand même son suivi. Donc, il aura quand même sa netteté. Et quand même, il n'aura pas, au lieu de faire la prémise au point sur la ligne médiane, il fera peut-être exactement là où passe la voiture, qui est 2 mètres plus loin, ça sera peut-être encore un petit peu plus net, peut-être. Mais il n'y a que le mec qui sait qui va bien le faire. Résultat, en fait, tu te rends compte que ces systèmes font que les gens croient au miracle, deviennent statiques, et résultat, ils pensent que l'autofocus ne va pas du tout, mais en fait, non, c'est la vitesse qui est trop basse, ou c'est eux qui n'ont pas encore compris comment on fait des photos. Et ils sont en train d'accuser l'autofocus, alors que l'autofocus, ce n'est même pas de sa faute. Alors qu'en fait, ces nouveaux systèmes font croire à des miracles. Résultat, les photographes deviennent statiques et loupent des photos. Et après, ça me fait sourire quand j'entends des mecs qui disent « Ouais, mais cet appareil, il a 700 points d'autofocus, celui-là en a 150. » Alors, plus tu as de points d'autofocus, plus c'est le bazar à configurer. Quand tu allumes ton sapin de Noël dans le viseur, là, et que tu as 3 personnes et que l'autofocus il saute sur l'œil d'un autre, après sur l'œil de l'autre, tu perds un temps dingue à confirmer quel est le bon, quel est le mauvais et tout ça. Tu vas te rendre compte que bien souvent, avec un seul point d'autofocus, bien géré, bien déplacé ou en recadrant, tu as beaucoup moins d'erreurs qu'avec ces arbres de Noël, moi j'appelle ça comme ça, qu'ils nous vendent aujourd'hui. C'est triste, bah ouais, mais c'est comme ça. Et en fait, je peux te garantir qu'il n'y a absolument aucune photo qu'on fait en 2024 qu'on ne pouvait pas faire avant 1976, avant l'invention de l'autofocus. Absolument aucune. Donc, le problème, ce n'est pas l'autofocus, sinon le bonhomme qui a derrière ou la bonne femme qui a derrière l'appareil photo. Alors, pourquoi présente-t-il ces nouveaux autofocus? Alors, on ne va pas se mentir, c'est vrai qu'un photographe avec de l'expérience, un photographe qui sait configurer parfaitement son autofocus, ça va lui apporter une aide, une sécurité, une tranquillité. Mais ça, c'est ce que j'ai dit avant, seuls les photographes qui s'y connaissent vraiment vont en profiter. Donc ces gens-là, oui, ils vont dire, ouais, pour moi cet autofocus c'est un avantage, puisque voilà, c'est super précis, c'est très, très bien, super. Mais la raison principale, c'est que tu changes d'appareil photo. Je te fais croire que sans ton autofocus, la nouvelle version d'autofocus, tu ne peux pas faire de photo, tu vas y croire, tu changes l'appareil. Mais il n'y a pas que les appareils, c'est aussi les objectifs. Autrefois, quand tu ne pouvais pas changer ton film en cours de route, tu pouvais le changer, mais tu ne pouvais pas changer les ISO pendant le film, évidemment, tu n'avais pas le choix que si tu avais besoin de rentrer plus de lumière et tu ne pouvais plus descendre la vitesse, d'ouvrir le diaphragme. Résultat, il y avait ce qu'on appelait des objectifs lumineux. Mais le gros problème des objectifs lumineux, c'est que quand tu ouvres énormément le diaphragme, la profondeur de champ diminue énormément et c'est très difficile de faire une mise au point en manuel. Si tu as 1 cm de profondeur et tu fais un portrait, la personne bouge un peu vers l'avant, vers l'arrière, ou toi tu bouges, voilà, la photo n'est plus mise au point. Donc, ces autofocus qui sont plus performants dans ces situations, parce que c'est mis au point et automatiquement ça déclenche, ou rapidement ça déclenche, fait qu'il y a plus de chances que personne soit bougé à ce moment-là. Résultat, la mise au point est au bon endroit. Donc ça va permettre de vendre aussi des objectifs lumineux qui sont complètement injustifiés d'un point de vue luminosité, puisque maintenant on peut monter les ISO sans problème, ou descendre la vitesse avec des stabilisations avancées, donc on n'a pas vraiment besoin d'avoir des objectifs aussi lumineux.
Mais bon, on voit que depuis quelques années, il y a une mode, et c'est bien une mode, puisque il y a toujours eu des gens qui ont fait des photos avec peu de profondeur de champ, mais pas de manière aussi massive que maintenant. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui s'appelle La plus grande erreur des photographes actuels ou débutants, ou je ne sais plus ce que j'avais dit, voilà, qui parle justement de ça, que les gens commencent à faire des trucs avec des profondeurs de champ hyper courtes, ils pensent que c'est superbe, ça c'est de la photographie. Et après un certain temps, ils se rendent compte que c'est pas forcément meilleur que s'il n'y a pas toute cette profondeur de champ aussi courte. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand tu as une profondeur de champ très très courte, il faut un moment ultra rapide entre la mise au point et le déclenchement pour que rien n'ait bougé. Donc ben là, l'autofocus est un bénéfice. Donc non seulement ça leur permet de vendre de nouveaux appareils photo, mais aussi de vendre des appareils photo avec des objectifs, avec des diaphragmes super ouverts, en sachant que ben, tu auras la mise au point au bon endroit. Voilà. Donc, c'est un tout qui fait que ça leur permet de vendre plus de matos. Créer une nouvelle mode, revenir à une mode ou dire que c'est de la vraie photographie quand on a une profondeur de champ très courte et que ben, il faut absolument cet autofocus pour avoir ça. Voilà. Alors qu'en fait, si tu arrives à faire la mise au point rapidement et déclencher aussi sec, ben, tu l'aurais. Voilà. Alors, conclusion. Eh bien, tu n'as pas besoin du dernier système autofocus. Ce dont tu as besoin, c'est d'améliorer ta technique. Et c'est même plus encore. Peu importe si tu as le dernier système autofocus, le meilleur, le plus avancé, tu as quand même besoin d'apporter ta part de technique. Parce qu'il y a des gens qui vont acheter un nouvel appareil photo parce que l'autofocus n'allait pas bien, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et quand ils arrivent au meilleur appareil photo avec le meilleur autofocus, il faut quand même qu'ils continuent à en changer. Parce qu'ils ont oublié le truc le plus important. La personne qui est derrière l'appareil photo doit apporter grande partie du résultat. Un autofocus n'est qu'une aide et non pas le responsable de la photo, le responsable du résultat. Donc peu importe si ton autofocus n'est pas parfait actuellement, tu vas te rendre compte qu'en améliorant ta technique, toi tu vas le parfaire. Eh bien voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo, mais avant, en parlant technique, en parlant apprentissage, on va parler de mon sponsor Arvia école de photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet, mais ce n'est pas que de la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu monteras sur leur plateforme, et ce sont des photographes diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion de temps en temps avec ton prof, réunion virtuelle, qui te dit ce qui va pas, t'encourage, te corrige et tout ça. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel, et les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, et tu vas passer 10-12 heures par semaine à te former. Alors certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de la formation que tu as choisie, ça dépend de tes connaissances au départ, mais le mieux c'est que tu parles avec Arvia. Moi, je te conseille de les appeler par téléphone, l'appel est gratuit. N'oublie surtout pas, si tu t'inscris, de dire que c'est de ma part, qu'est-ce que tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos en appui pédagogique. Alors, ils te diront aussi les tarifs, mais moi je vais te parler de la manière de financer. Alors il y a plusieurs manières, hein. La manière la plus simple, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Ça fait très banquier, mais en fait ça veut dire que tu as l'argent, tu payes, hein, comme quand moi j'achète, peu importe ce que ça soit, des services ou des produits, bah, on paye. Voilà. Autre option, peut-être que tu es demandeur d'emploi. Dans ce cas-là, parle avec ton conseiller chez France Travail, ex-Pôle emploi, explique ce que tu veux, tes idées, pourquoi tu veux te former, indique Arvia et t'expliqueront comment faire un financement ou un cofinancement. Autre possibilité, peut-être que tu es actif, c'est-à-dire que tu n'es pas à la retraite, tu peux être au chômage, mais tu n'es pas à la retraite, et tu veux profiter du CPF, compte personnel de formation. Donc quand je parle des retraites, ben, peut-être tu dis, ben, je profiterai de ma retraite pour me former. Alors n'oublie surtout pas que par CPF, il va falloir que tu t'inscrives avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Évidemment, on peut faire un autofinancement, mais on ne peut plus s'inscrire par CPF. Donc inscris-toi avant de partir, et tu pourras faire la formation une fois à la retraite, si tu t'es inscrit avant de partir. Autre point sur le CPF, c'est très important, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, mais elle n'est appliquée que depuis le 1er mai 2024. Et c'est une très très bonne nouvelle, parce que les rumeurs disaient que les élèves, que ce soit photographie ou autre, devraient payer 30% de leur poche, et finalement ce n'est que 100 € plus ton cumul
que tu as, ton pécule accumulé, je veux dire, que tu as avec ton CPF. Alors, les demandeurs d'emploi, je crois qu'ils n'ont même pas payé les 100 euros. Okay, donc voilà, donc tu pourrais profiter de cette possibilité. Mais le mieux, moi je pense, c'est que tu parles avec Arvia, tu leur expliques tout ça, ils t'indiqueront quelle est la formation la plus apte à tes envies et à tes besoins. Et voilà, donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Eh bien, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erichjou.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo erichjou.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi les liens de mon matos chez Digiphoto. Alors ça serait vraiment sympa si tu achètes chez eux comme à l'écran. Là où ça marque code créateur, tu marques Gibo, eh bien ça me file une petite aide. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui dit code promo, c'est complètement compatible. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur les réseaux sociaux. Et je te remercie beaucoup parce que ça m'aide énormément. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmarc et Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où je voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!